Salut les bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Je suis le Doc et je vous souhaite déjà une bonne année 2020 puisque nous sommes déjà en 2020. Et cette année, cette émission surtout, on l'a attendue avec grande impatience et surtout vous, chers auditeurs, n'est-ce pas mon cher Pez? Ah ouais, non mais là, c'était du grand n'importe quoi. Là, comment vous dire que cette émission, elle va être, on va savoir la mettre en lumière. Alors, déjà, ouais, je suis en forme. C'est le début de l'année, donc bonne année à tout le monde, hein, bonne santé surtout. Et bonne 3D. Que la 3D vous soit douce et agréable. Deux choses. La première, c'est que cette émission, me tient à cœur parce qu'on va parler de lighting. Et ce qui est un peu ta partie. Voilà. Et de deux, je suis content parce que début d'année, donc bonne résolution. Et j'ai envie de vous dire, j'ai entendu dire que cette année, les animateurs, ils ont enfin envie de faire leur quota, arrêter de faire des peinés. Et qui plus est, on va vous présenter une toute nouvelle personne, un animateur. Oui, voilà. J'ai pas bien aimé ce que j'ai entendu. L'avocat de la défense est là. Bonjour Néo. Bonjour à tous. Je suis très content d'avoir l'opportunité de faire partie de l'équipe de CGY. C'est avec plaisir qu'on t'accueille en tout cas. Évidemment, comme vous avez pu le comprendre, maintenant c'est fini de taper sur les animateurs gratuitement. Il y aura un petit peu de répondants en face. Non. Tant mieux. Évidemment, tout ça c'est dans la bonne humeur. Et je sais très bien que de toute façon le lighting ne comprend rien à l'animation, donc c'est pas très grave. Et inversement, on est là justement pour comprendre un petit peu plus le lighting avec notre invité du jour, messieurs dames, roulement de tambour. Monsieur Joachim Guérin. Bonjour Joachim. Et bonjour Jack. Oui, on va t'appeler Jack. C'est plus court, je crois. Ouais, si ça te va. Très bien. Bienvenue dans l'émission. On ne t'attendait plus. Allez, on efface tout, on recommence. Et puis, on va enfin essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le lighting, ou en tout cas essayer de faire un tour du propriétaire, grâce à toi. Alors du coup, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, etc. En quoi consiste un peu ton métier de lighter? On veut tout savoir. Balance tout. La totale. Ok, donc moi c'est Joachim Guérin. J'ai commencé à apprendre en tout cas l'image de synthèse des films d'animation en 2007. Donc j'étais dans une école qui s'appelle Objectif 3D, comme la tienne. Pèse. Yes. Ça veut dire Ah ouais, c'est marrant quoi. Enfin 2007, alors que moi je suis sorti 2013 quoi. C'est pas la même. T'es vieux, voilà. Et donc la même école aussi que notre patron d'ailleurs, le chef du studio Olivier, qui était aussi dans cette école. C'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs. Donc ça a duré 2 ans et demi ces études-là. Ensuite j'ai été professeur dans l'école pendant quelques mois. D'accord. Et j'ai bossé dans un studio parallèle à l'école sur quelques projets débile en fait de série. Et c'était très enrichissant de ce côté-là. T'étais prof lighting ou? Ouais, prof lighting. En fait, j'aidais des étudiants qui étaient sur XSI à l'époque. Sauf image pour les intimes. C'est ça, exactement. Donc j'étais, j'avais 6-7 étudiants à gérer en fait sur leur projet. Et puis essayer de les aider à mener à bout leur projet de fin d'année. Cool. Voilà. Et puis ensuite, rencontre avec monsieur Olivier Pinol. On s'est bien entendu. Il a monté la Dwarf. Et puis on a commencé à bosser ensemble. Ça, c'était il y a quasiment 10 ans. 2010, ouais. Voilà. Déjà. Donc t'es un des fondateurs, un des 4 mousquetaires, j'étais présent de depuis Dwarf. Le début, quoi. Et, j'ai participé à toute cette grande aventure. Que nous racontera d'ailleurs Olivier quand on l'interrogera, quand il viendra à ce micro. Bon, après, j'étais pas le seul, il y en avait que vous avez peut-être interviewé déjà, je sais pas. Oui, on a eu Belly. Bélisaire, Earl, pendant l'émission sur le SIGGRAPH. Ouais, super. Qu'il faut écouter l'émission sur le SIGGRAPH. Pardon, je fais une parenthèse, mais chers amis auditeurs, vous n'écoutez pas toutes les émissions, et ça, c'est pas bien. Ouais. Écoutez celle du SIGGRAPH, je vous assure que même si ça paraît technique, c'est très intéressant.
Mais merci quand même de regarder le podcast de l'animation qui apparemment vous plaît Ah, ça y est, on beaucoup. va se battre. Mais ça va changer, Léo. Ça va changer J'avoue, ce je l'ai soir. pas écouté. Il va Ce falloir soir, que je m'y mette. le monde de l'animation va enfin comprendre ce qu'est un vrai métier. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors du coup, en quoi ça consiste ton métier de lighter, Jack? Alors, à la base, on va dire, hein, c'est assez simple. On va avoir un projet avec des concepts, hein, donc en couleurs, etc. Et on va essayer de reproduire ça en 3D, donc de réinterpréter ça en 3D et de poser cette ambiance-là dans un univers 3D avec des softs de rendu, peu importe lesquels. Donc c'est un mélange entre de l'artistique. Il va falloir bien comprendre la direction artistique, discuter avec le réalisateur, le directeur artistique, etc. Et après de la technique pour pouvoir réaliser ce lighting. Donc établir des règles de lighting, pouvoir respecter des temps de rendu, des budgets, des contraintes de temps aussi. Voilà, c'est à peu près ça. Pour résumer très rapidement. Oui, parce qu'après, bien sûr, le métier de lighter en soi est bien plus complexe que ça. On va y revenir un peu plus tard. Mais du coup, en termes de métier, est-ce qu'il y a plusieurs catégories ou c'est vraiment lighting où il y a des sous-catégories dans le métier de lighter, hein? Il y a des postes différents dans le métier de lighter. Après, les sous-catégories, dans l'industrie, en fait, il va y avoir vraiment la CG où on va avoir des lighters qui vont bosser en virtuel en soi. Ensuite, on va avoir les vrais lighters, on va dire, sur les plates live. Ouais. Sur les quoi? Oui, tout à fait. Les plates live, les plateaux de tournage. D'accord, voilà. oui. Mais si on reste vraiment que sur la CG, on va dire que c'est plutôt des postes qui vont être différents. On va avoir le shot lighter qui va donc récupérer. Je vais plutôt le faire dans l'autre sens. On va avoir le lighting supervisor, c'est mon cas du coup depuis quelques années, qui va justement interpréter les concepts et créer les rigs de lights, du moins les bases, pour commencer le projet. Ensuite, il va donner ça à ses lead lighters qui vont ensuite continuer à faire des rigs de lights, interpréter les concepts, etc. Alors qu'est-ce que t'entends par rig de light? C'est-à-dire poser les lumières? Non, je t'en prie, on est là pour ça aussi. Un rig de light, un rig de light, c'est vraiment de poser plusieurs lumières dans un environnement pour créer l'ambiance lumineuse. Donc ça peut être des spots, je peux parler technique un peu, area light, Oui, etc. oui. J'ai le droit de donner ces mots-là. Oui, bien Ok. sûr, bien sûr. Très bien. On va poser plusieurs sortes de lights pour pouvoir créer l'ambiance voulue. Donc tout ça, en fait, tout cet ensemble de lights, c'est un rig de lights, avec certaines règles, certaines contraintes aussi qui sont à l'intérieur. Et tout ça, on va pouvoir le réutiliser à foison selon les shots qu'on a à faire dessus. Que ce soit de la 3D, c'est en fait c'est un peu comme le live. On a tout un panel de différents réflecteurs, de lumière, de choses comme ça, pour faire une lumière en cône, une lumière plus en point, une douche, des choses comme ça. Et l'avantage de la 3D, par contre, c'est que tu peux aller beaucoup plus loin, je pense, et tu peux vraiment aller tweaker tu peux avoir n'importe quelle lumière. T'as pas besoin d'une gélatine particulière pour avoir une teinte. T'as pas besoin de. Je me trompe? C'est ça, on va avoir beaucoup plus de liberté en CG, ça c'est clair, jusqu'au compositing. Ça c'est vraiment l'avantage. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi répandu maintenant de faire de l'image de synthèse. Après, on a aussi l'espace qui est une contrainte en moins, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réserver un studio avec tout notre éclairage pour pouvoir réutiliser les lightings. Parce que ça, il faut comprendre que quand on a un gros studio avec vraiment en live action, on va devoir réserver une scène avec tout le lighting. On va éviter de retirer le setup et de le remettre tous les jours pour pouvoir faire le lighting. Oui, D'ailleurs, bah je oui. crois que Kubrick faisait ça sur Shining. Il voulait qu'il y ait toutes les salles, tous les studios qui soient constamment prêts pour faire toutes les scènes qu'il souhaitait avoir au moment où il le souhaitait. Donc tout devait être nickel tout le temps. Tous les studios de lighting étaient prêts. Ah bah, Impressionnant quand même. Et quand on voit le résultat, on comprend pourquoi. Monsieur Kubrick. Voilà. Voilà. Et donc la différence entre le superviseur lighting et le lead lighting, il faut voir ça un peu comme un entonnoir en gros, c'est-à-dire que tu vas Et voilà. Et son mépris qui va avec. Bien sûr, forcément. ça va te perdre. Mais ouais, il faut voir ça un peu comme un entonnoir vraiment. Toi, tu vas plutôt dégrossir sur les vraiment. Moi, j'ai beaucoup entendu le terme de key light en faisant de l'anime, que ce soit ici ou à Maguff à l'époque. C'était ces shots, vraiment les shots master, on va dire, du lighting qui permettent, je suppose, en tout cas, de
rendre, on va dire, une première image d'une séquence pour se donner une idée du ton général. Et c'est quelque chose, en fait, qui va... Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un premier shot qui va permettre ensuite de décliner ça dans tout le reste d'une séquence pour qu'il y ait un rendu homogène. Et c'est toi, en tant que superviseur, qui va t'occuper de trouver et d'interpréter vraiment, là pour le coup, je sais qu'on voulait parler un peu de color script et de ce genre de choses. Mhm. C'est vraiment toi qui vas faire la passerelle en fait entre les artistes 2D et ce qu'on va réussir à sortir en 3D, et ensuite les leads en dessous vont aller appliquer ça dans l'entièreté de la séquence et éventuellement aller tweaker chaque shot indépendamment. Alors non, enfin oui et non. En fait, D'accord. c'est juste une étape juste avant. Mm. Le lead, il va pouvoir justement faire ses keylights, ses keyshots, hein, donc des shots clés, on va dire. Hein, ça peut être on peut appeler ça comme on veut. Il va pouvoir faire ses keyshots et il va utiliser des rigs de light faits par le sup. En revanche, ça serait dommage que le lead puisse pas avoir quelques libertés et faire aussi des rigs de light. En tout cas, nous on fonctionne comme ça. Ouais. On aime bien pouvoir partager et donner des responsabilités aux autres, faire confiance, tester aussi. Donc on va donner des rigs de light à faire au lead lighter, et les shot lighters vont pouvoir faire aussi des keyshots si on le sent bien. Comme ça évite qu'ils soient dans le train-train de faire du shot et juste en fait de récupérer le travail d'un autre et puis le tweaker un peu et justement le lancer au rendu. Ils vont pouvoir aussi s'amuser un peu et puis faire une petite direction de lighting avec le keyshot. C'est un petit peu plus technique, du coup. T'as une part de dev aussi, de développement, de code, je veux dire, pardon. Alors, de code, non, pas trop, parce que heureusement, on a une R&D à la Dwarf et on a des TD, donc la grosse partie code, elle va être faite par eux. Et merci à eux, s'ils nous écoutent. Gros big up. Ouais. Par contre, oui, on va dire qu'il y a vraiment une partie technique dans le rôle de sup, où il faut vraiment comprendre sur le bout des doigts le logiciel, vraiment bien le gérer. Et puis pouvoir anticiper tout ce qui va se passer ensuite, donc du rig de light de base jusqu'au shot, ainsi que les temps de rendu, etc. Donc ça, c'est pas une chose facile, hein. N'est-ce pas, Pèse? Ah oui, non, mais je confirme que... Alors ça m'a l'air quand même bien, effectivement, complexe dans le sens où il faut avoir les notions dans la réalité de ce que c'est que la lumière et de comment elle impacte les scènes en vrai, et il faut refaire en 3D. Mais du coup, est-ce que les écoles, en plus toi t'as la double casquette, t'as été étudiant et t'as été prof, est-ce que les écoles forment bien, est-ce que tu penses que les écoles forment bien à ton métier? Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, j'étais aussi prof à la Dwarf Academy à l'époque où il y avait la Dwarf Academy. Ouais. Donc j'ai eu cette expérience objectif 3D et surtout à la Dwarf. D'accord. C'est là où vraiment j'ai fait du quasiment plein temps en tant que prof. D'accord. Et à la Dwarf, je suppose que il y avait des gens qui avaient déjà fait une école 3D. C'était pas forcément des gens qui venaient d'avoir le bac et coucou, tiens, je vais faire de la 3D, quoi. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu as vu, toi, que les écoles formaient bien ou pas? Bah ça dépend, en fait. Oui, il y a des écoles qui forment très bien, qui forment des artistes. Certaines plus des techniciens que des artistes. Ouais. Et après, c'est vraiment subjectif, ça dépend de la personne. Je pense que de toute façon, en sortie d'école ou même pendant les cours, il faut être assidu pendant les cours, etc. Mais il faut aussi avoir la passion chez soi et s'entraîner chez soi. C'est-à-dire être curieux, avoir son petit projet perso et continuer en fait à s'entraîner chez soi, quoi. C'est intéressant parce qu'on a parlé des superviseurs, des leads, et du coup, les graphistes qui sont, entre guillemets, juste lighter, c'est pas du tout pour dénigrer, bien entendu, donc bien au contraire. Comment, effectivement, je sais que j'avais beaucoup de collègues qui se disaient, mais alors comment est-ce qu'on rentre en lighting? Est-ce que faut absolument avoir une patte artistique incroyable? Voilà, est-ce qu'il faut être un gros technicien? Surtout qu'en plus, il y a plein de logiciels différents, tu vas en parler, je pense, un petit peu plus tard. Quel est finalement comment tu recruterais un junior, en fait, un junior lighting, sur quoi? Déjà, oui, en effet, tu peux pas arriver comme ça et essayer de demander un poste pour voir un poste si vraiment t'as aucune expérience. C'est-à-dire, si tu vraiment t'as fait aucune école et que t'as fait que des projets perso chez toi, on va peut-être avoir certains doutes au moment de l'entretien, même en lisant le CV. Parce que on va se dire, bon, bah, c'est bien, il fait peut-être des images qui sont belles, qui sont artistiques, mais il a vraiment aucune expérience de travail en équipe. Il sait pas comment fonctionne, on va dire, un projet ou un moyen projet, dans sa globalité. Qu'on peut faire en école, du coup, en école de 3D. En école, c'est vraiment le travail. Le travail est là, c'est important. C'est de travailler en équipe, c'est ultra important. Je leur dirai certainement par la suite. Mais du coup, moi, je l'ai vu. J'étais autodidacte au départ. Je voulais pas forcément faire 3D parce que j'avais peur
de gâcher un peu ma passion et de faire mon travail ma passion, enfin de ma passion mon travail plutôt. J'avais peur que ça gâche un peu tout, et en fait pas du tout, au contraire. Parce qu'au départ, toi, tu as une formation de lighter live. Non, Enfin, pas du tout. Pas du Ah tout. bon? Non. J'ai été vraiment lighter en 3D, comme vous avez pu le faire. Direct, ouais. Mais avant ça, en fait, j'ai fait des études de commerce, donc rien à voir. Ah oui. Et effectivement. pendant ce temps-là, en fait, à partir de 18 ans, j'ai commencé à faire de la 3D chez moi pour m'amuser, en fait. Parce que ça m'éclatait. Voilà. Alors du coup... Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, désolé, ouais, du non, coup, non, bien sûr. Par un peu en live. Si, donc du coup, là on parlait d'un petit peu de comment recruter un petit peu les juniors. En tant que supervisor donc de ton département, le marché du travail au niveau du lighting par rapport au projet qu'on a ici à Dwarf ou en général dans le monde, est-ce que tu trouves que le marché du travail pour le lighting est quand même assez ouvert, ou c'est un petit monde? Je pense qu'il y a du travail. Pour les gens qui en veulent, il y a du travail. En France, il y en a un peu, surtout sur Paris. Après, il y en a quoi? Il y en a un petit peu à Toulouse, Montpellier, on est quasiment les seuls à vraiment proposer autant de postes, en tout cas. Oui, parce que Ubisoft, après, ça reste... Après, il y a quoi? Il y a Ça peut-être à Angoulême, un petit peu. Mais puis après, il faut partir à l'étranger. C'est clair qu'en France, il y a du travail, mais des fois, en fait, il faut pas hésiter à voyager, quoi. Je suis un mauvais exemple parce que moi, je suis là depuis très longtemps à Dwarf. Donc voilà, là, c'est un cas vraiment Faites ce que je dis, particulier. faites pas ce que je fais. Je pensais vraiment pas que ça m'arriverait, en fait, de rester aussi longtemps dans un studio, mais bon, je le souhaite à tout le monde de pouvoir rester aussi longtemps. C'est vraiment cool de voir l'évolution d'un studio, et c'est un vrai challenge. Mais aussi de voyager, c'est cool. Donc de tester d'un studio à l'autre, c'est super intéressant, je pense. En tout cas, je le vois par rapport aux gens que je côtoie. Et il faut pas hésiter à aller à l'étranger. Donc là, ça va être Londres. On verra bien que le Brexit, si c'est aussi simple. Oula. États-Unis, c'est aussi compliqué en ce moment avec l'immigration. Donc les Français aux États-Unis, il faut être vraiment très bon et avoir vraiment un laissez-passer énorme, c'est-à-dire avoir un CV génial pour pouvoir rentrer là-bas. Oui, c'est ça, c'est vraiment sur la démo. Hein. Je sais que tout le monde veut y aller absolument, mais en fait, c'est pas si simple non plus que de dire allez, je veux stage, je vais bosser. Voilà, il faut quand même la valeur ajoutée, quoi. parce que eux ont beaucoup de choses à faire pour te faire venir, donc c'est ça. Ouais. c'est pas évident. Là, vraiment, l'Eldorado, c'est le Canada, il faut le dire. C'est ce qui ressort à chaque fois. Voilà, Ouais. en ce moment, c'est pour les Français, c'est très très simple parce que ils cherchent vraiment des francophones au Canada, ils en ont pas assez. Enfin, en tout cas au Québec. Du coup, c'est super. C'est vraiment bien pour eux d'avoir des Français. Donc ça nous profite, et il y a plein de studios là-bas, et voilà quoi. Je veux pas faire forcément la pub du Québec, mais il faut dire que c'est quand même là Ça où il y a de racole, l'emploi, quoi. Ça racole bien comme il faut. C'est ça, exactement. On verra bien si un jour ça va ailleurs. Pourquoi le Québec? C'est aussi parce qu'il y a des crédits d'impôt dans le cinéma qui sont assez hauts. En France, ils sont bien aussi, d'ailleurs. On est plutôt bien placés. Et après, l'Australie, je sais pas. Je crois que c'est difficile d'aller en Australie aussi. En tout cas, à mon âge, c'est plus dur. Je crois que quand t'es plus jeune, c'est plus facile. T'es pas si vieux, Jack. T'es pas si Ouais, vieux. non, mais c'est déjà trop tard, je Mais crois, pour avoir les visas facilement. Ouais, ou des PVT ou des choses comme ça. Parce que c'est un peu comme au Canada, ils proposent aussi le PVT, je crois, en Australie. Oui. Ah, c'est tous les pays du Commonwealth. Mais Par contre, faudra qu'on essaye de faire une émission justement sur les expats et voilà, etc. pour voir un petit peu juste tout ça, ouais. sur l'Australie, Vas-y, ils Néo, ont allongé tout récemment le PVT justement jusqu'à 32 ans. J'ai failli le prendre. Toujours trop tard. Désolé. Alors, voilà. Mais c'est une info intéressante parce que c'est vrai que d'habitude c'est plus aux alentours de la 28-30 je crois. Ils l'ont allongé de 2 ans, c'est intéressant aussi. Puis après, bon, il y a Nouvelle-Zélande, hein, il y a du travail, mais il faut être bon aussi, et Ouais. C'est pas évident. ça doit être cool quand même. J'imagine, mais est-ce que c'est pas lié par rapport au poste, parce qu'on parlait du marché du travail, etc. Est-ce que, parce qu'un logiciel de lighting, c'est aussi un logiciel de rendu. Dis-moi si je me trompe. Oui, ça c'est la même chose, mais est-ce que justement c'est pas
c'est pas lié à ce moteur de rendu. C'est-à-dire que, alors, on peut en citer rapidement. Il y a RenderMan pour Pixar, enfin qui sort de chez Pixar. Il y a Arnold qui maintenant est intégré à Maya. Est-ce que si par exemple quelqu'un qui connaît très bien Arnold et qui se démerde très bien sur Arnold, même si c'est admettons un junior plus, s'il va dans une prod qui utilise RenderMan, est-ce que ça va pas le défavoriser parce qu'il connaît Arnold et pas RenderMan? Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ça dépend vraiment des studios. Je pense que pour une petite, moyenne structure, ça va peut-être jouer, en effet, parce qu'ils vont vouloir quelqu'un qui soit autonome. Et il y aura peut-être pas un workflow qui va être vraiment huilé, avec tous les outils qui vont bien pour pré-mâcher le travail. Peut-être pas assez de quality check aussi, des choses comme ça. Donc ils vont certainement vouloir des gens qui connaissent déjà le logiciel. Pour les gros studios, plus le studio est gros, plus le workflow est déjà établi, et plus ils vont demander des artistes. Donc, de ce côté-là, j'irais dire, quand tu vas dans un gros studio, ce qui compte, c'est vraiment ta patte artistique. Et quand tu vas dans un petit studio, tu vas devoir être plutôt autonome et justement généraliste, à pouvoir gérer et de la technique et de l'artistique. Mais est-ce qu'après les bases de poser des lumières et les réglages vraiment de base, est-ce que c'est les mêmes, par exemple, dans RenderMan et dans Arnold? C'est pas très compliqué, c'est plutôt dans le détail que ça va changer, mais après, changer l'intensité ou la couleur d'une light, ça, c'est pas vraiment un souci. Ouais. Et puis après, c'est le boulot justement des sup et des leads aussi d'accompagner les nouveaux arrivants avec des documentations, avec aussi être avec eux juste, pour pouvoir les mettre à l'aise et puis leur expliquer tout ce qu'il faut faire. Mais le boulot du lead et du sup, c'est justement de pré-mâcher ce boulot-là pour que ça soit facile, d'avoir une équipe de 10, 20 personnes, si ce n'est plus, et de pouvoir faire des lightings à la chaîne. C'est vraiment ça qui est important. Alors que les artistes ne connaissent pas forcément le soft sur le bout des doigts. Voilà, on ne demande pas forcément d'avoir un gros technicien qui va savoir gérer vraiment à la perfection le logiciel. On va chercher quelqu'un qui va comprendre comment fonctionne le logiciel assez rapidement quand on lui explique. Et après, surtout, gérer l'artistique, c'est-à-dire ne pas avoir d'incohérence dans le lighting et d'essayer de faire son métier, quoi, on va dire. Sortir les bonnes passes, parce que on parle du début du light, mais il y a aussi sortir les passes pour le comp. Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est réussir à bien gérer sa scène, être à l'aise à l'intérieur de la scène, oui. D'accord. L'organisation, etc., c'est sûr. Bien souvent, oui, la partie rendue est intégrée au poste de lighter, quoi. En fait, c'est tout ce qui est gestion de passes, etc., ça doit être déjà pré-mâché. Il doit y avoir des scripts pour les faire. On va pas demander au lighter de recréer à chaque fois ses passes, quoi. C'est pas du tout l'intérêt. Il y a aucun intérêt à faire ça. À part avoir quelque chose d'aléatoire, on déteste ça en production. Pas d'aléatoire, tout gérer. Si la comp a une nomenclature différente sur chaque passe et à chaque shot, ils vont pas être contents, quoi. Bien sûr. Pas content. Pareil pour ce qu'on reçoit des autres, d'ailleurs. On a bien une stabilité dans la nomenclature. N'est-ce pas, les animateurs? Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. C'est ton baptême, Néo. C'est ton baptême. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Alors, du coup, on parle de moteur de rendu. Parlons des outils du lighter. Quels sont les outils qu'il a en sa possession? Pourquoi et les avantages, les inconvénients, ça. Ok, on commence par les sympas ou les chiants. Alors il a une boîte mail très importante. Il a Shotgun. Shotgun, c'est quand même un gros outil de production. C'est général pour tous les départements, mais c'est quand même super intéressant de l'avoir. Shotgun ou d'autres, je parle de celui-là parce que c'est celui qu'on utilise. Oui, et puis c'est le plus répandu. Il y a des personnes qui ont du Google Sheets, mais c'est pas. Dur. Ça doit être un peu dur. Et puis ensuite, on va avoir justement le logiciel qui va gérer le lighting. Donc là, ça dépend encore une fois des studios. Dans notre studio, on va avoir du Maya Arnold sur une des productions. Et sur une autre, on va avoir un logiciel interne qui s'appelle Lumière, qui va être vraiment, on va dire, plus, comment dire. Aide-moi, pèse.
Ah bah c'est Je ne sais pas quoi dire. logiciel propriétaire, mais c'est surtout qu'il est, il est par rapport à d'autres softs comme Maya, 3ds Max. Là, on a vraiment un logiciel orienté lighting, quoi. C'est Ouais, pas voilà, un c'est logiciel généraliste. On va pas pouvoir gérer de la modélisation à l'intérieur ou du C'est ça, FX, etc. On va vraiment recevoir de l'alambic ou d'autres data. Hein. Ça peut être beaucoup de choses, du voxel, des particules, etc. Et ensuite, vraiment le taf dans ce soft-là, ça va être vraiment d'éclairer, quoi. Je dirais dire que c'est comme un katana. Hein. C'est une sorte de katana, c'est-à-dire qu'il va vraiment servir à faire du scene assembly et ensuite à faire le lighting. Oui, parce que là, l'idée, excuse-moi, Doc, l'idée, en fait, c'est que là, on a vu pas mal de départements déjà, et en fait, là, c'est une étape assez cruciale après l'animation, et certainement aussi des simulations, s'il y en a, voilà, de vêtements, etc., tout ça, où tu vas vraiment te débarrasser de tout ce qui traîne depuis le modeling, le rig, etc. Tu vas récupérer des objets, des textures, et après, tu vas aller rajouter la lumière dessus. Si je dis pas de grosses bêtises. Voilà, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire, peu importe les softs, en fait, hein, que ça soit justement notre soft interne ou un Maya. On va essayer d'éviter d'avoir absolument tous les éléments qu'on peut avoir à l'animation ou au FX. On va essayer d'éviter d'avoir les rigs, tout un tas de contrôleurs, de déformeurs, etc., qui alourdissent les scènes. On va essayer vraiment d'optimiser ça au maximum. Donc avec Maya Arnold, ça va être du stand-in. Stand-in. On va dire que c'est un conteneur qui va pouvoir permettre d'avoir de l'alambic à l'intérieur, aussi de rapatrier les shaders et d'avoir juste ça, en fait. On essaye vraiment d'avoir la description de scène la plus simple possible. Un filtre, en fait, par rapport à toutes les datas qu'il y a sur les il faut qu'elle soit flexible, qu'on puisse update le plus souvent possible, mais la plus légère possible, pour vraiment se concentrer sur le lighting, qui est aussi coûteux. Et si on va traiter justement les render layers, etc., on va vouloir que ça soit rapide. On va pas vouloir attendre 5 minutes en cliquant sur un bouton. On veut que ça soit le plus efficace possible. Et donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'alambic pour lumière, et qu'on utilise justement du stand-in dans Maya Arnold. D'accord. Enfin, du moins on essaye de l'utiliser. Ça dépend des productions, en fait. Hein. C'est chacun son astuce, quoi. Vraiment, tu penses que les logiciels s'adaptent à un projet, ou c'est plutôt, surtout selon où en est le studio, à quel point il a développé dessus, parce qu'il y a des outils dans lesquels tu développes des choses qui sont plus ouverts que d'autres, justement. Je pense que Maya doit être bien plus fermé, à mon avis, que Lumière, Guerilla, ou dans un soft maison, par exemple. Ça dépend, en fait. Bon, là, je suis pas un développeur, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que Maya, par exemple, je parle de Maya parce que c'est le seul que je connais, le 3ds Max, je pourrais pas en parler, par exemple. Bon, enfin, c'est amené à fusionner, hein, j'ai l'impression que... Oui, bon, bref, ce sera un autre sujet. Mais ils vont proposer un workflow. Ensuite, si on veut faire autrement, c'est possible de le faire. Quasiment tous les studios utilisent Maya pour le rendu aussi, à part qu'on ait du katana, bien sûr, hein, des choses comme ça. Mais même un katana, ça a besoin de développement. Donc Maya, c'est un bon squelette pour ensuite développer derrière dessus, comme on le souhaite. Et des fois, je pense que les développeurs vont être contents, et d'autres fois très bridés. Mais ça sera pour certainement une autre émission avec des développeurs, parce que moi, je pourrais pas trop en parler plus que ça. Mais ils proposent des workflows qui sont intéressants, et des fois vachement frustrants aussi, parce qu'on voudrait aller plus loin et que ça demande beaucoup de développement. Et il faut être patient, et il faut avoir une bonne équipe de développeurs avec nous pour pouvoir avancer. Et surtout, avoir les idées pour créer un bon workflow, un bon pipeline, hein, parce que ça, c'est vraiment une discussion de pipeline, en fait. Hein. Qu'on fasse une émission aussi dessus, sur le pipeline, c'est un débat vraiment très vaste, quoi. Ouais. L'émission Pro 2 va être riche. Ouais. On va peut-être la faire de partout du monde. être costaud. C'est clairement, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le pipe. Ouais. Si on a un pipe qui tourne bien, on est heureux au lighting, et tout le monde, en fait, est heureux. Tous les départements. Ça, Du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et en plus dans ton comment dire, là où tu en es, voilà, ton poste, ton évolution de carrière en tant que sup, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins? Ce qui me plaît le plus, je pense, c'est la liberté. C'est de pouvoir proposer des choses. J'adore le look development, par exemple. Donc, je vais pouvoir justement arriver au début d'un projet, voir un concept, quelques concepts, discuter avec le réal, le DA,
et puis essayer de poser une base, quoi. Ça, c'est vraiment génial. J'adore ça. Parce que le lighting, même s'il arrive en fin de chaîne de prod, vous êtes quand même là en pré-prod. Enfin, vous êtes On est vous êtes vraiment là en principalement là en pré-prod, et puis pré-prod. après, c'est aussi à ce moment-là qu'on discute avec tous les autres départements. C'est-à-dire qu'on va discuter avec le modeling, l'animation, le layout, le compositing, etc. Et le surfacing, bien sûr. C'est ça, j'allais dire. Le Ouais. surfacing, vraiment, il faut bosser main dans la main, justement, pour réussir à choper le look qui va bien, c'est-à-dire avoir un shader qui fonctionne bien et le lighting qui est en accord avec tout ça, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Mais pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. Tu as la chance effectivement d'être dans le département, on va dire les deux départements, il y a deux départements que les gens voient tout de suite forcément, c'est l'animation et le lighting en fait finalement. Donc c'est important Ouais, la d'avoir comp cette aussi, liberté. on va dire vraiment Et la quand on comp, bien finalise sûr. l'image. Mm. C'est sûr. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette liberté, je pense, parce que c'est vraiment la deuxième grosse partie de ce qui va être à l'image au final, quoi. Ouais, c'est surtout la responsabilité du lighting, enfin, si je me trompe pas, c'est surtout de mettre finalement en lumière tout ce qui a déjà été fait auparavant. Ouais, embellir j'allais dire, l'ensemble, ouais. C'est surtout ça la on mission. arrive ouais. en fait, c'est chacun à chaque étape, il a sa responsabilité. Et, Tout à fait, ouais. il faut aller dans le même sens. On raconte une histoire, il faut amener une ambiance et le modeling avec donc les designs des personnages, l'animation avec le caractère de chaque personnage. Quand je dis caractère, c'est vraiment les expressions qui vont amener le dynamisme, qui vont donner plus le layout qui va avoir le cadrage qui va bien avec le mouvement de cam qui va bien et puis ainsi de suite. C'est là que ça va vraiment raconter une histoire. Il faut pas, il faut vraiment aller tous dans le même sens. Clairement. Bien sûr. Moi, je le vois souvent quand je commence un lighting et qu'il y a un cadrage qui me plaît pas. Je sais pas comment m'y prendre dans le lighting. Souvent, je bloque quand c'est vraiment un truc from scratch. Je vais me dire bon, qu'est-ce que je peux raconter avec ça Qu'est-ce qui se passe Alors que s'il y a un cadrage qui parle bien, etc., paf, ça va direct. Tu sais déjà ce que tu vas faire. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. C'était une de mes questions justement. Qu'est-ce qui rend un shot plus difficile qu'un autre? Ça va être ça va être quand plus un shot en mouvement où il se passe plein de choses. Est-ce que c'est aussi bête que ça, où il y a des trucs des fois qui paraissent tout bêtes et qui en fait prennent la tête comme jamais? Il y a plein de raisons d'avoir un shot compliqué. Ça peut être techniquement parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à l'intérieur de ce shot et du coup c'est techniquement lourd à gérer. On sait que les temps de rendu vont être longs, qu'il risque d'y avoir des artefacts, etc. Parce qu'il y a trop de détails, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail. Ça peut être parce que justement, en fait, on va dire qu'on reçoit la totalité des datas et que ça nous parle pas trop, donc on sait pas trop où aller pour exprimer quelque chose dans ce shot en termes de lighting. Qu'est-ce qui peut être aussi compliqué dans ce genre de shot? Ouais, quand on a un plan séquence, c'est compliqué, ouais. Parce qu'il va falloir gérer une animation de bout en bout. Dans le lighting, et que ça marche sur tous les angles, enfin en tout cas sur tous les angles de caméra qui vont être parcourus par la caméra pendant le plan séquence. Et du coup, ça peut être un peu compliqué, ouais. Mais c'est aussi intéressant. Si le shot, il en jette, c'est un money shot, comme on dit. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton taf? Après, moi, c'est vraiment dans mon taf en tant que superviseur, c'est peut-être le côté RH. C'est-à-dire que j'aime pas trop recruter les équipes. Voilà. T'aimes pas les gens ou comment ça se passe? Non, je plaisante. C'est pas du tout ça, c'est plutôt devoir gérer comme une équipe de foot les gens qui sortent et qui rentrent. J'aime bien une stabilité, avoir mon équipe et puis que ça fonctionne, quoi. Donc quand on arrive sur de nouveaux projets et qu'il faut recruter en masse, faire plein d'entretiens et puis composer avec les aléas, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pas, qui s'en va, qui revient ou machin. Ça, c'est pas vraiment ce que je préfère. Je préfère laisser ça au RH. Mais bon, on a notre partie du taf à faire en tant que sup. D'accord, mais techniquement ou quoi? Enfin, s'il y a un challenge, s'il y a un truc. Alors oui, il peut y avoir des parties ingrates, on va dire, dans ce boulot. C'est-à-dire qu'on va avoir une suite de shots qui vont pas fonctionner ou un rig de light qui est buggé. Et puis on va passer du temps à essayer de résoudre le problème. Et des fois, ça peut être assez ingrat, ouais. C'est plein de tests un petit peu empiriques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quand on peut pas le faire dans des méthodes classiques avec les 13 bacs, etc., quoi. 13 bacs. Les logs. D'accord. Les logs d'erreur des rendus. D'accord, ouais.
Parce que la machine te dit pourquoi est-ce que ça a C'est merdé, ça, en fait, oui, on pourquoi, va avoir voilà. on va avoir du texte qui va nous dire ce qui se passe pendant qu'on rend notre scène, ce qu'il est en train d'initialiser, et ce sur quoi il pourrait bloquer éventuellement. Donc des warnings, des erreurs, etc. Donc là, il faut éplucher tout ça et puis essayer de comprendre ce qui se passe. Du coup, pour que les auditeurs un petit peu comprennent bien, donc lighting, fin de chaîne. Donc là, ça y est, on arrive presque à la fin de l'image. Ça va sortir enfin. Comment du coup, parce que tu parlais de travailler avec le surfacing main dans la main, comment t'envisages justement le travail avec les départements qui dépendent de toi? Donc en priorité, on va parler du compositing, qui sont dépendants des images qu'on leur sort, mais aussi des départements qui sont avant, par exemple le layout, l'anime, les effets spéciaux, parce que ils sont... Je pense, comme je l'avais évoqué un petit peu avant, c'est vraiment, il faut travailler dans le même sens. Donc quand on commence une séquence, quand on commence un nouvel environnement ou un shot avec FX, il faut faire déjà un meeting préalable où on va tous discuter de ce qu'on veut faire et vers où il faut aller. Donc on va regarder des références, on va regarder le temps aussi qu'on a pour le faire, et on va essayer de trouver les meilleures décisions, de chercher les meilleures solutions pour pouvoir arriver à nos fins. Donc c'est vraiment travailler dans le même sens, faire beaucoup de réunions, enfin beaucoup. Il faut pas avoir la réunionnite, mais en tout cas il faut faire suffisamment de réunions préparatoires pour pouvoir bien s'organiser ensemble et pas tomber des nues à la fin au lighting en se disant ah mais j'ai pas reçu ce que je voulais. C'est vraiment il faut préparer bien les choses et être conscient de chaque problématique de chaque département. Et puis on a un rôle de conseiller aussi envers les autres départements, à dire tout simplement oui au lighting ça je pense que ça risque d'être problématique pour nous. Je préférais aller dans ce sens-là, est-ce que c'est possible pour toi d'aller dans ce sens-là, et ainsi de suite quoi. Est-ce que tu as des conseils généraux à des départements à donner justement moi je sais que moi il veut des tips. Il veut des tips. Ouais. Conseils généraux. Non, c'est-à-dire que moi effectivement je suis à un poste, j'étais à un poste et je le suis encore un petit peu ici, qu'on appelle le fixe anime, qui est un peu on va dire ça s'appelle fixe parce qu'on va aller corriger toutes les petites merdouille, pardonnez-moi l'expression. Les conneries des animateurs, non, il n'y a pas que l'animation, justement. Il n'y a pas, même bien que j'aime bien aussi de temps en temps taper sur eux, hein, faut pas croire. Mais voilà, je sais que moi, par exemple, pendant très longtemps, on me disait, alors, attention au nombre de polygones, j'imagine que dans les textures aussi, ils peuvent pas s'amuser à aller foutre du 4K partout, dans le moindre petit interstice, parce qu'il faut texturer comme il faut, ça a un coût chez vous. Et ces réunions, en fait, elles permettent d'avoir ce feedback? Oui, alors là, c'est vraiment de la pré-prod, hein, surtout quand on en arrive là. Ouais. Enfin, pour ce qui est de texture, qui est nombre de polygones et compagnie, on va vraiment en parler en pré-prod. C'est-à-dire, là, ça dépend du budget du projet. Donc, on va essayer de rentrer dans les clous, hein, tout simplement. Donc, on va éviter, en effet, d'avoir des assets qui vont être trop complexes par rapport à un budget qui serait trop bas. Et vice-versa. Si on a vraiment un gros budget, allez, on met le paquet, il faut que ça soit beau à tel endroit, quoi. Donc ça, c'est vraiment, pareil, c'est de la pré-production. Quand on arrive sur une séquence où on va avoir un FX, oui, là, on va en parler, justement, à se dire, attention, là, tu m'as mis beaucoup trop de polygones sur telle géométrie, ça va être compliqué de rendre ça. Par exemple, pour faire de l'eau, si on a une simulation de fluide avec énormément de polygones, ça va peut-être être un peu compliqué à rendre. Malgré que les logiciels maintenant soient quand même super performants. Et les machines aussi. Et les machines aussi, tout à fait. Des progrès. Et la render farm, etc., c'est quand même Et sacrée évolution comparée à l'époque, quoi. Ouais. Les machines et les graphistes aussi sont de plus en plus performants, mine de rien. Je pense que quand t'as commencé, justement, en 2007, c'est ça? T'es sorti de l'école? Ouais, 2005? Non, en 2007, je rentrais à l'école. Ah, tu rentrais, ouais. C'est plutôt, c'était 2010. Tu rentrais. Je suis un peu déçu. Pardon. Non, mais c'est vrai que voilà, ça évolue énormément. Il y a beaucoup de choses qui s'automatisent et on demande à beaucoup de gens de faire beaucoup de choses pour le même poste qu'avant. Et je pense que ça aide aussi énormément d'avoir un peu des gens qui sont capables un peu de toucher un peu à tout. Oui, à l'époque, il fallait plus débrouillard, je pense. On devait vraiment plus se tricher. Maintenant, on en vient plutôt à essayer de faire les choses comme une plate live, hein, c'est-à-dire donc comme un plateau de tournage, essayer de tricher le moins possible. Parce que le logiciel va bien le faire. On n'est plus obligé de tricher autant qu'avant. Certainement, ouais. Après, dans l'équipe, ça dépend.
au-delà du côté pré-prod, oui, ce qu'on reçoit au lighting, des fois, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'anticipation. Il y a une vie autour de la caméra. Donc, ce qui est hors champ doit vivre aussi pour les lighters. Ça, je crois que c'est un message pour l'animation. Oui. Ouais, là, en l'occurrence, c'est pour l'animation. C'est-à-dire que c'est vrai que quand un personnage va démarrer à la frame à l'instant T, parce qu'il rentre dans le champ, ça peut être problématique pour nous s'il reste quelques frames avant, on va dire, 30 secondes, ou je sais pas, 10 secondes avant en T-pose, et donc il caste une shadow en T-pose, et ensuite il se met à démarrer et faire sa vie parce qu'il rentre à la caméra. Ça peut être problématique, quoi. Il y a, clairement, ça se voit. Ça, c'est un conseil que je peux donner pour les autres départements. C'est des faux raccords aussi. C'est-à-dire qu'on va faire des téléportations d'un endroit à l'autre, pour nos amis les layouters. Oui, ça c'est peut pour arriver, ça peut arriver Chacun son tour, hein. parce que des fois, pour leur défense, des fois ils ont pas le choix, hein. C'est juste qu'ils ont aussi leurs contraintes, hein. Mais c'est vrai que ça peut être problématique au lighting parce qu'on va se retrouver avec une lumière qui est à droite et tout d'un coup à gauche du personnage. Ou de tourner un décor ou des choses comme ça, alors que le rig de light ne tourne pas dans le même sens. Enfin, voilà. Il y a des exemples comme ça. Je descends de la colline et puis il faut monter la colline. Bah, on va le faire demi-tour et monter la colline. Voilà. Ni vu ni connu d'un shot à l'autre, sauf que la lumière vient de changer d'axe. Donc le lighter doit tout refaire pour que ça marche de l'autre côté. Non, ça repasse au layout. Voilà. Allez, on revient au début de la chaîne et en avant. Voilà, ça c'est des exemples. Après, il y en a un peu partout. C'est pour les déformations, ça va être essayer d'avoir vraiment une déformation qui va être homogène sur le personnage, avec vraiment quelque chose de smooth, éviter les pincements, etc. Parce qu'au lighting, ça se voit direct. Et vous avez plus la main dessus, surtout. On parlait tout à l'heure. Là, ça va être ton boulot de gérer ça. Voilà, on parlait de cette fameuse scission. L'anime, c'est un peu le dernier moment pour les personnages, en tout cas, et les objets solides qui sont pas simulés derrière. C'est la dernière étape où on peut encore retoucher des choses sans effectivement retourner, comme tu disais, le doc, que ça retourne jusqu'au modeling, layout, etc. Donc c'est vrai que vous êtes assez, vous êtes assez restreint quand même dans la possibilité de changer encore des choses dans ce qui est modélisé, on va dire. Surtout. Oui, voilà, ouais. Nous, on peut pas faire de blend shape parce que, enfin, ça dépend de la prod, mais j'irais dire que potentiellement dans toutes les prods, c'est pas le lighter de faire une blend shape. Donc oui, en effet, on va devoir demander aux autres départements de régler ce problème, quoi. Les peinés aussi. Après, on essaye d'arranger, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a des erreurs sur des shots, on va faire de notre mieux pour avancer et puis pour le faire passer. Si on voit une petite pénétration d'un personnage dans le décor, on va peut-être essayer de le soulever un peu, puis parfois ça suffit. D'autres fois, on n'a vraiment pas le choix, on a besoin de demander à d'autres départements de le gérer, quoi. Si on voit un surfacing qui marche pas trop bien dans notre sur un angle de vue ou avec un lighting bien précis sur un shot, on va faire un petit override dessus et puis voilà. Ça pourrait être aussi fait à la comp d'ailleurs, ça dépend vraiment. C'est ça qui est intéressant. T'as certains départements qui peuvent encore intervenir en fait. C'est on a vu là donc layout, surfacing, modeling, rig, etc. Modeling rig, on peut plus dire vraiment qu'ils peuvent aller intervenir chez vous parce que là on s'en débarrasse une fois qu'on fait l'alambic pour le lighting, mais effectivement le surfacing, malgré qu'il travaille en tout début de chaîne, est encore là en train de faire des rectifs, de toujours travailler en parallèle un peu de toute la chaîne et pouvoir aller taper dans le rendu, quoi. Ouais, dans l'idéal en fait c'est si on repère quelque chose qui fonctionne pas au lighting, on va juste alerter le département concerné pour qu'il corrige. Si on voit un surfacing qui marche pas, on va peut-être le corriger pour notre shot, mais on va faire une note au surfacing pour qu'il puisse le corriger, puis anticiper les prochains shots, quoi, ou les prochains épisodes, séquences, peu importe le projet. Est-ce que tu es allé étudier comment se faisait de la lumière, enfin comment on crée de la lumière, on faisait un rig de light en vrai, c'est-à-dire sur un plateau de tournage ou même au théâtre, parce qu'au théâtre aussi, enfin il y a beaucoup de lumière et beaucoup de création de lumière, etc. Est-ce que tu es allé étudier ça? Parce qu'on a eu dans l'épisode du grooming, par exemple, Emmerich qui nous a expliqué qu'il est allé voir un coiffeur. Bah, ça m'avait halluciné. Ça. Oui, c'est plus facile. Mais du coup, est-ce que toi, du coup, après, si tu veux post études et quand tu as commencé à bosser, tu t'es dit tiens, est-ce que ce serait pas intéressant aussi de comprendre comment ça se fait en vrai et d'aller voir des vrais directeurs photo, des vrais éclairagistes. Alors j'ai pas eu beaucoup l'occasion, c'est peut-être la région qui veut ça, mais j'ai pas vraiment eu beaucoup l'occasion de le faire.
des petits tournages, oui, rapido comme ça, avec des collègues, mais c'était vraiment avec peu de moyens, très peu de moyens. Ensuite, donc j'ai pas eu cette chance en fait de pouvoir tester ça. Enfin, j'ai peut-être pas créé la chance non plus. J'aurais peut-être pu le faire. Par contre, avant, j'ai quand même eu l'habitude des studios parce que j'ai un père photographe et un grand-père qui était photographe et une mère aussi photographe. Donc j'étais baigné là-dedans, c'est-à-dire que j'étais tout le temps au studio. En fait, quand j'étais gamin, j'étais dans le studio, quoi. Donc je regardais les photos de portraits, je suivais mon père dans divers endroits pour faire des reportages photos. Donc je connais les setups, on va dire classiques, réels de lighting, ouais. D'accord. Les softbox, etc. Les gélatines, les gros flashs, les gros accus à transporter. Souvent, c'était mon boulot d'ailleurs, transporter les gros accus. Et c'était énorme, hein, vraiment, ils étaient costauds. C'était une valise, quoi. Oui, donc t'as quand même un background quand même réel, enfin je veux dire de lighting réel. Oui, voilà, j'ai eu cette chance en fait de le faire avec mon père, en fait, okay. De découvrir ça un petit peu indirectement en fait, parce qu'à l'époque je savais pas forcément que j'allais rentrer finalement indirectement dans l'éclairage mais virtuel. Ça c'est mon côté technophile qui m'a fait aller vers le virtuel, certainement vers les ordinateurs, etc. Mais en soi, ouais, il y avait vraiment cette envie de bosser là-dedans. Hein. Et du coup, là, baigné dans la photographie, donc la photographie, est-ce que tu t'en sers? Est-ce que toi, du coup, maintenant, tu en fais? Parce que quand même, quand on parle de film, on parle souvent de directeur photo, et qui a une place très importante dans la réalisation d'un long métrage ou même d'une série. Donc, toi, comment tu t'en sers de la photo? Alors, personnellement, la photo, j'en ai fait... en tout cas en tant que hobby, juste, c'est-à-dire que je montre pas forcément mes photos, mais du coup j'en ai fait pas mal à me balader avec mon appareil photo et puis juste essayer de choper les instants, aussi des paysages, de tout ce qui est paysage, j'adore ça, donc c'est de choper de beaux instants aussi dans les paysages et puis avoir un beau cadrage, etc. Donc ça je l'ai fait pas mal. Et puis ensuite, par rapport à cette photographie, c'est surtout juste dire analyser ce qui a été fait dans les films aussi, c'est super important. Si c'est aussi ça ta question, Pèse. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc oui, en effet, c'est avoir des références d'éclairage. Simplement, on regarde un film, ça nous a touché. Pourquoi ça nous a touché? Et on va essayer d'analyser l'image. Donc en tant que lighter, on va analyser le cadrage, on va analyser ce que la photographie, c'est aussi du cadrage. C'est pas c'est les deux, c'est cadrage et lumière, bien sûr. Les directeurs photo, c'est aussi des mecs qui étaient à la caméra ou qui sont toujours à la caméra, et ça va vraiment de pair. Du coup, oui, l'idéal, c'est d'avoir des références comme ça et puis d'être toujours curieux. Après, c'est juste un travail d'observation aussi. C'est-à-dire qu'on va essayer toujours de comprendre comment la lumière réagit dans notre environnement, pourquoi là c'est beau, pourquoi là c'est pas beau. On peut avoir une photo qui est tout à fait classique et puis se dire ça fait fake en fait. Pourquoi ça fait fake? Et on nous dira pareil quand on le fera en 3D, ça fait fake. Donc il faut trouver aussi les moyens de rendre quelque chose d'esthétique et crédible en fait, qui parle. Ça me rappelle cette anecdote là je crois que c'est Hawaï, ou je sais plus dans quelle ville du monde, le soleil est tellement au-dessus des poteaux qu'on voit plus les ombres des poteaux et la photo paraît complètement fausse parce qu'il y a plus aucune ombre sur la photo, quoi. C'est assez rigolo. Bon, c'était une petite anecdote de Néo, voilà. Jean de Hawaï, si vous nous écoutez. Est-ce que pour toi, un bon lighter, c'est 50% de... Il n'y a pas de bon et de mauvais. Oui, d'accord. On a tous craqué, désolé le doc. Les inconnus, il y a le bon et le mauvais lighter. Alors non, mais est-ce qu'un bon lighter pour toi, c'est quelqu'un qui va être 50% artistique et 50% technique, ou plus artistique ou plus technique? Est-ce qu'il doit être surfaceur aussi? Est-ce que... C'est quoi? Ça dépend des studios, je pense. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, si c'est des petits moyens studios, ils vont préférer un 50-50. Quelqu'un qui soit autonome et qui puisse gérer des scènes, trouver des astuces, trouver des workarounds s'il y a besoin. Donc, et puis peut-être aussi faire un petit peu plus que du lighting. Donc ça va être du 50-50. Pour les gros studios qui ont déjà quasiment tout établi, ils vont vraiment chercher un artiste. D'accord. Donc là, il va plus falloir, on pourra se vendre un petit peu avec la technique, c'est bien. Mais ça va être vraiment l'artistique qui va compter, avant tout. Donc, comme tu disais, recréer une ambiance, etc. Ouais, voilà, interpréter une image et puis simplement savoir parler avec l'éclairage, quoi. Donner une âme à notre image,
servir la narration par le lighting. Et ça, c'est un boulot artistique avant tout, quoi. Alors, je suis désolé, ça me paraît très flou, moi, en tant qu'animateur. Ça m'intéresse beaucoup parce que je me demande, quoi, quel genre de questions on peut bien se poser. J'ai jamais fait de photo non plus, j'aurais fait vraiment en amateur, quoi. Mais je crois, c'était d'ailleurs une des questions qu'on avait, c'était comment tu réinterprètes, en fait, ce color script. Qu'est-ce qui te passe par l'esprit à ce moment-là et comment tu te dis, bon, bah, là, je sais pas, c'est juste une question. Je vais faire l'innocent exprès. Le néophyte. C'est que des. Oh là, bravo, incroyable. Première de l'année 2020. Très bien. Je l'accepte, elle est pas mal. Bon, je suis bon public aussi. Mais oui, est-ce que voilà, c'est juste te dire, je vais mettre des couleurs chaudes, je vais mettre des couleurs froides. Tu vois, c'est des choses. Là, c'est des choses complètement basiques qui me viennent à l'esprit. Il y a des choses particulières à ce niveau-là. Ouais, t'as une manière d'approcher? En fait, j'étais en train de réfléchir, j'ai un peu bugué parce qu'il y avait aussi la question au sujet du surfacing. Est-ce qu'un lighter doit être surfaceur? Donc, je réponds vite fait à ça et après. Oui, pas de souci. Je pense que c'est vraiment bien pour un surfaceur d'avoir une empathie pour le lighting et d'avoir travaillé un peu pour le lighting pour comprendre comment la finalité de son travail va se retrouver utilisée et vice versa. Le lighter, il doit comprendre comment une matière réagit à la lumière pour pouvoir bien l'utiliser, l'exploiter. Parce que si on comprend pas le surfacing, on va pas vraiment comprendre non plus le mélange de couleurs et ça fait vraiment partie intégrante de notre travail de lighter. Oui, puis peut-être faire de retour au surfaceur et dire tiens, baisse-moi un peu. Alors je vais te prendre un exemple à la con, baisse-moi la spéculaire, la réflexion de ton matériau. Toutes les composantes de l'éclairage, elles vont être dépendantes du surfacing. En effet, une spéculaire, donc une brillance, une réflexion, c'est vraiment une couche dans le surfacing. C'est un layer dans le surfacing. La diffuse, c'est aussi un layer dans le surfacing. Après, j'ai pas rentré trop dans la technique, etc. Mais c'est vraiment une compréhension à avoir pour pouvoir donner des retours, comme c'est bien d'être un peu technique aussi d'ailleurs, pour pouvoir donner des retours à la R&D ou au TD, etc. C'est déjà de leur donner 2-3 pistes au lieu de dire ça ne marche pas. Point. Un problème, démerdez-vous. C'est sûr que pour ça c'est bien. Voilà, pour revenir à la question interprétation d'un color script, etc. Je pense qu'encore une fois, c'est un travail d'analyse. Il faut comprendre quelles composantes du lighting il y a dans ce concept. D'où vient, on va dire, la key light, on va dire c'est la light qui va vraiment, la practical light, c'est-à-dire la light qui va vraiment taper et caster des ombres s'il y en a, des shadows. Les lights qui vont plutôt servir de bones pour créer une ambiance autour, de l'indirect lighting. Ça peut être aussi, là, j'ai un ciel bleu. Il a fait sur le dessus de chaque objet des personnages un léger bleuté. D'accord, c'est un retour qui vient du ciel. Il faut l'interpréter comme ça. Donc on va décomposer en fait chaque élément du color, enfin on va dire color script, color key, on va dire du color key, pour pouvoir après le recomposer en 3D. C'est-à-dire le bleu ça vient de mon ciel. Je vais faire un sky dome avec du bleu ou une image de ciel en HDR, peu importe. La lumière qui vient de ma fenêtre, je vais en faire une area light ou un spot, et ça va être le jaune qu'il a peint à tel endroit. Le rebond de lumière qu'il a sous le menton et sur le bas du corps, c'est le rebond naturel qui vient de la fenêtre sur lui. Et si ça suffit pas, une bonne slide. On triche. ça arrive aussi. Et c'est tout ça qui va du coup raconter des choses, parce que c'est très abstrait pour les gens de se dire raconter avec de la lumière, c'est des choses qu'on ne sent pas, mais en fait on les voit pas, mais on les sent en fait, on se rend pas compte. Alors là, c'est vrai que j'ai parlé encore, c'est un peu technique, c'est-à-dire que comment on décompose en fait un color key, c'est-à-dire comment on l'interprète pour après le refaire en 3D. Ensuite, vraiment par rapport, on va dire, à l'atmosphère et ce qu'on ressent quand on regarde une image. Le mood. Le mood. Ça, il y a plein de règles de composition de l'image. Peut-être qu'à la fin, je vous donnerai 2-3 références qui en parlent. En parleront bien mieux que moi, je pense. Il y a aussi un peu l'instinct, c'est-à-dire que toi, t'as ton style, t'essayes de faire quelque chose, mais il y a vraiment des règles à respecter qui sont là depuis des lustres et qui fonctionnent pas mal pour raconter une histoire. Que ça soit au lighting, mais que ça soit aussi au modeling, à l'animation, etc. Au cadrage.
Puis il peut y avoir après le compo qui va remettre une petite couche de, comme un peu les films, je prends cet exemple-là, les films de Caro et Jeunet, si on prend La Cité des Enfants Perdus, où ils ont rajouté une espèce de filtre vert. La colorimétrie. Par-dessus, de colorimétrie, de trucs comme ça. L'étalonnage, etc., quoi, c'est encore une couche après, ça. Mais, on en parlera à la prochaine émission. Des fois, selon les prods, le compo fait ce boulot-là aussi, en fait, ça dépend vraiment des prods. Mais le compo, si on reste encore dans le fait de décrypter un color key et dire quelle part du compo il va y avoir dedans, ça peut être tout ce qui est atmosphérique, ça va être tout ce qui est effet d'optique, hein, c'est-à-dire les effets de caméra, défaut field, lens flare, glow, etc. Vraiment pour, on va dire, la partie la plus basique, hein, du compositing. Et puis après, eux, ils vont encore rajouter une couche de beauté dans l'image finale, parce qu'ils vont pouvoir faire ça en 2D ou avec des systèmes de 2,5D qui vont permettre de faire un peu comme du Photoshop, mais animé. Je leur laisserai parler de ça, je pourrais aller plus loin, mais je veux pas trop. On explorera ça avec. Voilà. Un lighter doit être aussi compeur, je pense que c'est important qu'il ait fait de la comp avant, ou qu'il en fasse encore, parce qu'il y a beaucoup de prods qui ont des lighters compeurs, ça va de pair, quoi. C'est important aussi de connaître ce métier. Ouais. Du coup, en 2-2, pour les gens qui auraient encore un peu de mal à comprendre vraiment la réinterprétation d'un color script pour les ambiances, etc. Il y a un film qui parle de lui-même. Si vous avez l'occasion, je pense que certains ont déjà vu. C'est Le Dernier Empereur. Ce film est juste en termes d'ambiance et donc de color script est juste magique, parce que du début du film jusqu'à la fin, donc il raconte l'histoire du dernier empereur de Chine. En fait, on passe par absolument toutes les couleurs du cercle chromatique. Et en fait, on suit tout au long du film l'éclairage, la lumière, l'ambiance évolue au fur et à mesure que le personnage évolue. Et je vous invite vraiment à le regarder, parce que c'est, pour moi personnellement, c'est le film qui reprend c'est le plus bel exemple de comment interpréter un color script dans le cinéma, quoi, vraiment. D'accord. Ok, j'avoue que moi, ça fait une éternité que j'ai pas vu, ça me donne envie de le revoir. Pareil. Jamais vu, donc moi je l'ai noté et je le regarderai ce soir. Après, c'est vrai qu'il y a des sites qui le font super bien. D'ailleurs, j'aurais dû le noter, je me rappelle plus du nom. On le mettra dans les notes de l'émission, t'inquiète, tu nous le donneras après. Ils montrent justement des séquences de films et ils expliquent en fait la construction, et c'est super intéressant, quoi. Genre, allez, les exemples classiques, on est au Mexique, ça va être tout orange, on arrive aux États-Unis, ça va être vert, par exemple. Ça, c'est l'exemple de Matrix aussi, hein, pour le vert, c'est bien connu. Ça, c'est exactement ça. Ça peut en fait décrire beaucoup de choses. Ça peut décrire un espace temporel, un espace géographique, une émotion, un caractère. Ça peut vraiment faire beaucoup de choses, en fait. Surtout dans Matrix, je suis désolé, ça m'a trigger, parce que voilà, Matrix, je l'ai dans mon cœur. Mais c'est vrai que Matrix, il y a ces trois couleurs. En plus, là, ça a vraiment un sens très profond, puisque il y a le corps, l'esprit et en anglais le mind. Je sais jamais comment le traduire. Oui, mais c'est-à-dire qu'en anglais, ils font la différence entre spirit, body, mind. Donc ce serait, on va dire, la pensée. L'intellect, non ? Voilà, la pensée, le corps et l'esprit. L'esprit, voilà, exactement. Et le vert, du coup, représente cette bataille d'idées, en fait. Et c'est pour ça que Morpheus, Neo, n'importe quoi, Neo et Smith, oui, alors en plus, évidemment. D'accord, d'où le pseudo. Non, je vois pas de quoi tu veux parler. Bref, en tout cas, c'était super intéressant, parce que tout ce qui se passe dans la matrice, c'est une bataille d'idées, en fait. Et ce vert représente à chaque fois qu'on voit du vert, et en fait, c'est assez marrant, parce que quand dans le 2 et le 3, tout se mélange, en fait. Le premier est très manichéen. Je fais très vite, je vous assure. Le premier est très manichéen. Sinon, on coupe ton micro, t'inquiète. Le premier est très manichéen, donc c'est très, on est dans la matrice, c'est vert. On est dans le monde des humains, c'est bleu. Et, il y a pas encore vraiment le côté spirituel dans le premier. Et le 2 et 3, tout commence à se mélanger. Il commence à y avoir des teintes de vert dans les bleus, etc. Et c'est là où, en fait, on commence à se rendre compte un peu de ce que les Wachowski ont voulu dire. Pour le coup, moi qui disais que je comprenais rien, sur ce coup-là, je pense, j'espère, en tout cas, parce que l'interprétation est libre, surtout avec eux. Je trouve que c'est un très bel exemple, en tout cas, pour vraiment, effectivement. Ouais, c'est intéressant, ça. Et il faut que ça reste quand même assez intuitif. Quand on regarde un film, il faut pas se poser la question, en fait. Il faut que ça
Voilà, que ça marche. Juste que ça marche, le spectateur, il a pas à se poser toutes ces questions. Il a pas besoin d'être dans notre métier pour ressentir quelque chose. Et tout notre travail, c'est justement que ça soit naturel pour lui. Il regarde le film et il sait à quel endroit il est, que ressentir. Après, il a le droit d'avoir des libertés, ressentir ce qu'il veut. Ça dépend des films. Il y a des films aussi par le montage qui font qu'on n'a plus beaucoup d'interprétation. Mais il y a beaucoup de films aussi qui suggèrent les choses, et ça va bien fonctionner avec l'éclairage aussi, et justement la structure visuelle, que ce soit par la couleur, le cadrage, etc. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de regarder des films dans des bonnes conditions. C'est sur son téléphone avec le soleil dedans, etc. Je pense que ça doit vous faire un petit peu mal, quoi. Après, bon, là, on est quand même bien équipé maintenant. Il y a la plupart des gens qui aiment le cinéma un petit peu, ils vont avoir une belle télé chez eux, c'est quand même plus bon marché qu'avant, bien meilleur marché qu'avant même. Donc quand on est un petit peu passionné de cinéma, qu'on aime ça, la plupart du temps on va avoir une télé qui va pas être juste un petit moniteur d'ordinateur pas calibré, ou vraiment voilà, la personne va se donner un peu les moyens, on va aller tout simplement au cinéma. Après oui, il y a le portable, il y a Netflix sur le portable, etc., dans le train ou n'importe. Ça dépend ce qu'on consomme. C'est sûr que de regarder un blockbuster sur un petit écran de téléphone dans le train avec le soleil qui tape derrière, on va peut-être rater certaines choses. Surtout que dans les blockbusters américains, la plupart du temps, il y a que des effets spéciaux. On va pas attendre du scénar, quoi. Je tape un peu dessus, mais on va pas rentrer dans le débat. Par contre, je crois pas, que t'avais. Ouais. On va peut-être terminer parce que l'émission commence à faire 1 heure, donc voilà. Mais une petite question technique, je crois. Ça là, c'est, je pense, une des questions les plus techniques de notre métier. Donc là, on a placé les lights, etc. On a créé le mood, le storytelling, et tout va bien. Maintenant, il va falloir calculer l'image. Donc, les techniques fondamentales de simulation de la lumière. On va essayer de faire assez global, mais on va parler par exemple ray-tracing, bypass tracing, PBR, voilà, essaye un petit peu de nous décortiquer ça assez rapidement sans trop rentrer dans les détails. Oui, je vais rester simple parce que là, ça serait super d'en parler avec la R&D de ça. Et là, ils vont vous dire, vous allez rien comprendre à ce qu'ils vont vous raconter, quoi. Quand ça peut être très complexe d'expliquer ça. Pour faire simple, au début, il y a la rasterisation qui a été utilisée. On va dire que c'est ce qui est encore utilisé dans la plupart des jeux vidéo, qui va être utilisé dans certains softs aussi. Où là, c'est plutôt, on a des objets dans notre scène 3D, et ces objets-là vont être retranscrits à la caméra. Ils vont être imprimés à la caméra. Le ray tracer, il va lancer un rayon à partir de la caméra. Il va rentrer en intersection avec une partie de l'objet. Et là, il va dessiner cette partie de l'objet par rapport au rayon. Donc, si on a une image de 1000 pixels sur 1000 pixels, il nous faudrait 1000 rayons. Ça, c'est minimum. Ensuite, il y a le path tracer qui, lui, va déterminer en tout cas, il va simuler le chemin de la lumière. Donc, les rebonds que pourrait faire la lumière. Donc en fait, il part de la lumière pour aller... Alors, ça dépend. Merde. Ça dépend. Pas compris. Non, mais ici, c'est, en fait, justement, ça... J'y viens. Donc, on va envoyer un rayon de la caméra à l'objet, et puis après, de l'objet par exemple, au sol, il va y en avoir beaucoup des rayons qui vont partir. Énormément. Dans la vie, on pourrait même pas les compter, c'est infini. Donc, ça va taper, par exemple, sur la sphère qui est sur une table. Ensuite, de la sphère, ça va taper sur la table, et puis, par exemple, de la table sur en effet, le soleil, s'il y a un soleil dans la scène. Donc là, on partirait de la caméra pour faire tout le chemin vers le soleil. Ça s'appelle du ray tracing en backward. Ensuite, il y a le ray tracing forward, où là, on va partir de la lumière, on va envoyer plein de rayons dans tous les sens. On va faire toutes les collisions, les intersections avec les objets, les rebonds, et puis on va croiser les doigts pour que ça arrive à la caméra. Donc, j'espère pas dire de bêtises, parce que c'est pas non plus mon métier de décrire ça, mais c'est à peu près ce que j'ai compris. Donc ça peut coûter cher, ça peut être noisy. Il y a quand même des softs qui sont en ray tracer forward. C'est le cas de Pixar, Renderman, voilà. Renderman, ouais. J'avais un trou.
Du coup, c'est le cas de Renderman, sauf qu'ils vont un peu plus loin, ils vont faire du bi-pass tracing, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer un rayon en backward et en forward, C'est ça, et ensuite relier les deux chemins au plus simple. Et après, le pass tracing, ça veut dire aussi qu'on va assembler les rayons qui sont dans la même direction, en faire un petit paquet et l'envoyer dans notre calcul à l'ordinateur pour optimiser ça. Je le dis vraiment très simplement, encore une fois. Oui, c'est bien pas, sûr. Ouais, non, c'est- Voilà, donc ça, on va dire que c'est un peu l'évolution qu'on a techniquement. À l'époque, on avait vraiment la rasterisation, où on allait juste dessiner quelque chose à l'écran sans prendre du tout en compte la lumière. Et ensuite, on avait des sortes de modules qui allaient faker un éclairage. C'est-à-dire, D'accord. on a un spotlight, on veut caster, donc projeter la shadow de la sphère sur le plan. On va faire encore une fois une rasterisation, et tout ce qui est caché par la sphère, bah, c'est la shadow. Voilà, D'accord. si je m'explique Ça bien. devient noir, en Donc fait, c'est ça? peut être, voilà, ça peut être une shadow map, ça peut être un test d'intersection en ray trace, hein, c'est un peu le même délire. Ensuite, bah, il peut y avoir aussi la global illumination. Quand on était justement en rasterisation, il fallait avoir un module pour faire la global illumination. Donc là, encore une fois, il y a plein de techniques. En l'occurrence, bah, les nuages de points qu'on utilise toujours dans notre soft interne. On peut aussi faire un peu de ray trace, mais majoritairement, on sert des nuages de points parce que c'est rapide et puis que ça fonctionne bien avec les contraintes de production qu'on a. Et donc voilà, on va avoir des modules à chaque fois pour faker une partie, une composante de l'éclairage. Maintenant, ça c'est fini. On va plutôt avoir justement des pass tracers, bidirectionnels ou ce qu'on veut. Ils sont pas tous bidirectionnels, mais ils fonctionnent pas moins bien pour autant. Chacun a sa petite optimisation, sa petite astuce pour accélérer les temps de rendu. Et du coup, on va pouvoir vraiment simuler la lumière d'une manière beaucoup plus cohérente avec des rebonds de rayons, des lancers de rayons. D'accord, plus naturel en fait, comme ça se passe dans la nature. Dans la vraie vie, ouais. Alors après, c'est ça- c'est toujours un fake, en Ouais. quelque sorte. Il y a toujours des triches, des raccourcis, mais c'est beaucoup plus réaliste en effet. Et donc c'est ça qu'on appelle le PBR, le Physically Based Render. Alors le Rendering. PBR, c'est vraiment la description d'une matière qui va essayer d'être physiquement plausible. Donc on va essayer de conserver l'énergie, c'est-à-dire que un matériau en PBR ne peut pas renvoyer plus qu'est-ce qu'il a reçu. C'est impossible. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, il y a la notion de Fresnel aussi dans le PBR qui est super importante. C'est-à-dire que si on a un angle rasant, la réflexion va être quasiment à son maximum. C'est-à-dire, si on regarde par exemple d'un angle rasant une piscine, on va quasiment avoir l'impression de voir un miroir. Par contre, si on est perpendiculaire à l'eau de cette piscine, on va pouvoir voir le fond de la piscine si elle n'est pas trop sale. Donc, ça, c'est justement une partie du PBR, c'est de simuler ces choses-là d'une manière réaliste. Mhm. Et puis après, on va avoir vraiment la notion de rugosité sur les éléments, le roughness, qui va être géré par des micro-facettes. Donc pareil, je rentre pas trop dans les détails, ça va être long. Mais ça permet en fait de simuler on va dire si un objet va être plutôt mat ou plutôt réflectif. Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du verre dépoli? Du Est-ce que métal, c'est du etc. bois? Est-ce que ouais, c'est ouais. du métal, etc. Après, pour le métal, il y a encore autre chose. Il y a le diélectrique et le métallique Ouais. qui vont donc on va dire le diélectrique, ça va être vraiment justement une spéculaire qui va renvoyer la même couleur que la lumière. Alors que le métallique, lui, la lumière va être absorbée dans le métal et va prendre la couleur du métal. Donc c'est pour ça que l'or est toujours jaune, bien brillant, etc. Et la part de diélectrique est beaucoup plus faible dans le métal parce qu'il absorbe beaucoup. Voilà. D'accord. Ça, c'est le PBR et c'est une révolution dans notre métier. C'est Ah vraiment oui, génial. c'est- hein. Bah justement, je Ouais. parlais tout à l'heure de l'émission sur le SIGGRAPH. Vincent Bachmatuc, comme avait donc le président bien sûr, ouais. du SIGGRAPH, Ouais. lui c'est sa spécialité, Ouais. justement, le PBR. D'accord. Bon, il en parlerait mieux que moi. donc, du coup. ouais, non, faudra faire éventuellement des Ouais, émissions ça serait très super spéciales, très intéressant. techniques. En parlant de ça, il y a la doc de Substance, designer et painter, qui en parle très très bien. Donc je vous conseille d'aller sur le site et de lire ça. Ah bah, on mettra C'est ça sur c'est les vraiment notes de super l'émission. Hein. Bah, Julia nous en avait C'est, parlé c'est pendant très l'émission instructif. C'est vrai. du surfacing. Ouais. Il y a ça, et après le PBR, en fait, ça évite au lighter ou au surfacing ou au surfaceur de toujours essayer d'imiter la réalité. On va avoir un peu moins de travail d'imitation et on va pouvoir se concentrer sur le vrai travail artistique sans avoir à chaque fois à se dire bon ok
Là, ma spéculaire doit être équivalente à tant de diffuses et il faut trouver la bonne balance à chaque fois. Et qu'est-ce que je fais de ma réflexion si j'ai de la spéculaire quand on a les deux séparés? Tout le PBR corrige tous ces problèmes-là et nous permet de travailler plus simplement, quoi. C'est un peu votre automatisation à vous, en quelque sorte. Ça permet d'aller se concentrer, comme tu dis, sur l'artistique, non? Ça dépend, je pense, de la DA après du projet. Ouais, quoi. parce que je pense que Ça la n'empêche contrainte, pas c'est que d'avoir ça... une DA, en fait. Tu peux vraiment Ouais. avoir une DA, mais tu vas D'accord. plus te préoccuper qu'un matériau soit crédible. Tu peux toujours faire plein de bêtises, hein, mais, mais ça en évite quand même pas mal. T'as quand même la main, voilà, sur ce matériel pour en faire un peu ce que tu veux derrière. Ouais. Alors, quand même, ça, après, ça dépend des logiciels, mais et des productions, parce qu'on peut aussi brider les matériaux, faire une librairie de matériaux, la bloquer, et puis demander au surfaceur de faire juste une texture, et de pas toucher trop aux matériaux, pour éviter les bêtises. Et ça, c'est plutôt intelligent aussi de faire ça, ça évite pas mal de soucis par la suite. Ça peut frustrer beaucoup de graphistes aussi, j'imagine. Oui, bah ça, en fait, ça dépend, c'est pareil, c'est un boulot de pré-production, quoi. Ouais. Ça, c'est des librairies de matériaux. Alors rapidement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier de lighter, qui voudrait débuter dans ce métier, et à ton avis, quelles sont les compétences indispensables pour ton boulot? Bonne question. Merci de l'avoir posé. Merci, au revoir. Merci. Bon, avant tout, c'est juste d'être intéressé par le métier, et après ça découle un peu tout seul. C'est-à-dire qu'on va être intéressé et curieux par le métier, donc on va commencer à analyser les images, essayer de comprendre comment elles sont construites, comment elles ont été faites artistiquement et techniquement, la démarche en tout cas artistique. Donc moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment se gaver de références, aller au cinéma, pas éviter aussi à aller voir des films d'auteur qui vont permettre d'avoir souvent on peut avoir vraiment des petites perles et puis être surpris par ce qu'on peut voir, c'est-à-dire avoir quelque chose peut-être un peu moins générique que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est bien d'avoir les deux côtés en fait. Donc vraiment d'être ouvert en tout cas. Oui, tu parlais des blockbusters. Si on peut éviter certains blockbusters. Non, mais il faut les voir. C'est important de les voir. Je veux dire, il faut pas se cantonner qu'à ça. Il faut aussi comprendre ce qu'on peut faire ailleurs et avoir une ouverture d'esprit là-dedans en fait. Une culture de l'image de manière générale. Exactement, en fait. c'est vraiment ça. Et puis aller tout simplement au musée et puis regarder des peintures, Caravagisme, clair-obscur, compagnie. Ouais, parce qu'on va pas parler de la peinture, bien sûr. Mais... C'est des photographes. Nos ancêtres. Et vraiment se faire une culture visuelle, se faire une banque d'images et puis essayer de comprendre pourquoi on aime ça. Et là, vraiment, il faut être passionné de ça et puis avoir envie de le faire. Donc si on n'a pas peur d'un ordinateur, mais qu'on sait peindre correctement la lumière ou qu'on fait des belles photos, etc., on peut très bien... Sans même parler de l'ordinateur, là, c'est vraiment juste se faire une culture en fait de l'image, de l'éclairage, etc. Ouais. Ouais. Et puis pas que de l'éclairage, faut pas être juste cantonné à l'éclairage. Faut vraiment prendre ça dans sa globalité, un cadrage, une shape. Pourquoi mon personnage a une forme de triangle et pourquoi l'autre il a une forme de rond. Tout ça, c'est important et c'est de la curiosité. C'est des bouquins à lire si on en a ou si on en veut. C'est suivre des cours, tout simplement. Et c'est le conseil que j'aurais à donner, c'est ça. C'est surtout être curieux et puis constamment analyser ce qu'on a autour de soi. C'est important. Ouais. On est dans une rue, c'est joli. Pourquoi c'est joli? Pourquoi là je me sens bien à cet endroit-là, quoi. Voilà. Les choses qu'on ne se pose pas forcément. Oui, c'est vrai. Souvent, on voit des trucs jolis, on se dit tiens, c'est super, j'aime bien ça, mais on se dit pas pourquoi j'aime ça en fait. Et pourquoi j'aime aller dans cet endroit et pas. C'est ça. Puis qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans cet endroit-là alors qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gens. C'est le mood en fait, comme tu dis tout à l'heure, pèse. C'est super important. Ça peut être l'ambiance en soi. Et après, c'est essayer, pourquoi pas, si on aime quelque chose, de le recréer de ses mains, quoi. Donc là, c'est de s'entraîner sur le support qu'on souhaite, peu importe ce que c'est, et puis d'essayer de le retranscrire parce que là, sur un papier, sur Photoshop, en 3D, peu importe, en faisant une photo. Une maquette. Et s'amuser avec ça et pratiquer. Et c'est en pratiquant que on va se poser les questions, en fait. Parce qu'on se pose pas toutes les questions quand on n'a jamais testé les choses. On les voit, on consomme un film, mais quand on commence à essayer de le faire, on se pose 1 milliard de questions, quoi. Et même les plus grands se posent encore des questions. Et c'est des questions que tu te reposeras de toute façon dans un logiciel 3D. Même si tu touches pas forcément à la base, les questions auxquelles tu vas faire face, en fait, en travaillant tous ces médiums, tu vas les retrouver après dans il y a l'animation. vraiment on va dire, il y a un tronc commun, peu importe le support, ouais. Ok.
Eh ben merci. Est-ce que tu as un site de référence pour toi, pour voir ton travail ou pas du tout Alors j'en ai un, mais alors vous tapez Joachim Guérin, vous en aurez un, mais sincèrement il est ultra vieux. Donc c'est pour vous marier, vous pouvez aller le voir. Je pense que tout simplement les 10 ans de... Ouais, en fait, passer à c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ma démo, c'est juste la démo de la Dwarf, et encore, malheureusement, tu as travaillé sur tous les projets de Dwarf, toi, ouais. depuis le début. Tous les projets, et beaucoup qu'on peut pas montrer. Ouais. Oui, malheureusement, peut-être les plus rigolos d'ailleurs, parce que justement, c'est là où on fait du look development, c'est que on a des styles visuels qui vont être complètement différents d'un projet à l'autre. C'est ça qui est vraiment tu veux dire sympa, dans les nouveaux projets actuels, c'est ça ou... Non, ou anciens en fait. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que justement, il y a plein de projets qu'on peut pas montrer et qui étaient vraiment super sympas, que j'adorerais montrer en fait. Mais bon, D'accord. Voilà, c'est comme ça quoi. D'accord, ok. Le mystère. Bien. En tout cas, t'as beaucoup de recommandations, je pense, à nous. On en a cité pas mal dans l'émission, de sites, Est-ce que tu aurais un bouquin ou un site de référence Un seul qu'il faut que je cite ou Bah, un ou deux, mais disons que vu qu'on va en mettre après, tu vas nous donner toute une liste. Dans ce cas, moi j'avais des directeurs photos à proposer, mais je pense qu'on pourra le faire dans la liste. Dans ce cas, j'en ai une petite liste quand même de directeurs photos, donc on va sur IMDb, on regarde le directeur photo, les films qui ont marqué en tout cas leur expérience, et puis il faut les regarder quoi. Souvent c'est des perles. Ouais, il y en a plein, quoi. Enfin, non, mais là, après, oui, c'est un film, quoi. Il y a un Darius Kanji et autres. Par exemple, Okja, Delicatessen, etc., pour Darius Kanji. Et c'est, waouh! Non, mais c'est des, Okja, c'est pas forcément la meilleure référence de Darius Kanji, mais c'est un de ses derniers, je pense. Enfin, je dis pas qu'il en fera plus, mais, je sais pas sur quoi il est en ce moment. Du coup, après, moi, j'ai appris avec ça, en fait. Attendez, je l'ai dû le noter quelque part. Ouais, voilà. The Visual Story de Bruce Bloch. J'ai appris avec ça. C'est Olivier Pinol qui nous l'a conseillé au tout début. The livre. Qui a été un support de cours et qui, lui, a aussi été un support de cours quand il était à DreamWorks, si je dis pas de bêtises. Je me demande même si c'est pas Bruce Bloch qui faisait des conférences à l'époque. Mais on en a déjà parlé, je crois, on l'avait déjà évoqué, me semble-t-il, peut-être Layout ou Layout ou Anime. Non, Layout. C'est quasiment sûr. Donc après, je sais pas quelle édition ils sont. Ils ont peut-être réédité ce bouquin-là, mais en tout cas, pour moi, vraiment, c'est une bible et c'est super intéressant. D'accord. Et puis après, c'est les color scripts de Pixar, c'est un régal de les regarder. C'est sympa et super instructif. Tous les artworks, quoi, de CG, quoi, sur. Carrément. Ça, c'est pour les choses simples, je vais rester là-dessus, puis après on pourra mettre tout un tas de choses. On en mettra pas mal. Ouais, moi j'en ai quelques-uns de bouquins qui sont sur mon bureau, autant d'éclairage manière conventionnelle, l'éclairage de CG ou l'éclairage de cinéma, etc. Il y a de quoi faire là. Il y a de la ref. Ouais, il y a de la ref. Vous en faites pas. On mettra tout ça donc sur les notes de l'émission. Et puis, si vous voulez réagir à notre émission, si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez poser des questions à Jack, et puis a posteriori, nous on vous répondra et tout ça. N'hésitez pas à le faire par le mail, bien évidemment, cgypodcast@gmail.com. Merci, sur le site également, en commentaire de l'émission, et puis on a notre compte Twitter @CGY podcast, la page Facebook bien pareil, évidemment. Et puis n'oubliez pas qu'on est présent partout, Deezer, Spotify et Apple les merdiers. Podcast, Google Podcast, sur la radio de ta grand-mère. On est partout. Tout ce qui est diffusé podcast, on y est. Merci en tout cas Jack de nous avoir parlé pendant tout ce temps très intéressant et on en a appris énormément. Wait. Oh là, on l'a oublié. Vous ne croyez pas parce qu'on est en 2020 que j'allais
ne pas poser ma question ultime. Oui, Très brièvement, non, c'est la petite question traditionnelle de fin d'émission. On voulait savoir si tu avais une petite anecdote ou un souvenir de ta carrière qui t'a marqué, une rencontre avec quelqu'un ou un projet qui t'a particulièrement marqué dans ta vie de lighter. Donc voilà, si tu avais un petit quelque chose à quoi tu penses. On est tout ouïe. Il y a plein de moments où vraiment ça m'a fait plaisir d'être dans le métier. Au niveau des rencontres, par exemple, je me souviens qu'une fois à la Dwarf, on a eu le droit de rencontrer le réalisateur et un directeur technique de Fantasy, les créatures de l'esprit. Final Fantasy. Les créatures de l'esprit, le vieux là, celui qui dépotait à l'époque en CG, hein. Et donc de parler avec eux, c'était vraiment génial, quoi. C'était là, j'étais comme un gamin parce que j'étais au ciné pour le voir et j'étais tellement bluffé par ça que je dis pas que c'est le meilleur film en fait de ma vie, mais de les rencontrer eux avec ce que ça représentait pour moi à l'époque, j'étais vraiment ravi de les rencontrer. Ouais, c'était vraiment super. Ouais, c'était une petite révolution en plus. Puis en plus de pouvoir discuter avec eux des contraintes qu'ils avaient pu avoir, etc. De comment c'était passé, c'était vraiment sympa, quoi. Donc ça, c'est une bonne expérience. Après, qu'est-ce qu'il y a, les rencontres avec des DA, genre Matotti à l'époque, on avait bossé sur le teaser des ours. C'était vraiment sympa aussi de pouvoir discuter éclairage avec lui, discuter couleur. Quelqu'un qui était vraiment ici, Matotti. Qui était quelqu'un issu vraiment de la peinture en fait, hein, au départ, et du coup de parler avec lui c'était super intéressant parce qu'il en avait rien à faire de la technique 3D et justement le fait d'être complètement libéré de ça, ça a amené des discussions super intéressantes, quoi. C'était très enrichissant et c'est ça que j'attends dans mon métier, c'est d'avoir des gens qui sont détachés de la technique et qui vont vraiment aller au but de l'image, quoi, vraiment dans la finalité. Voilà. Parfait. Très bien. C'est beau. Oui, c'est beau. Il y a eu des mots comme liberté, interprétation du mood et tout. Ça m'a fait rêver. Hein. J'ai voyagé. C'est vrai, en plus, vraiment. Et encore, vraiment dommage qu'on n'a pas l'image. Il vous aurait montré comment il change une ampoule. Enfin, il fait ça. Je vais le faire maintenant. Il fait ça tellement bien. Quel culot. Ouais, avec une main seulement. Bon, merci Jack. Merci Jack, c'était vraiment très intéressant. Moi j'ai appris beaucoup de choses, je suis très content. Merci à vous, c'était cool. Merci Pez et merci Néo. Merci, j'espère que voilà, j'ai pas trop pris de temps de parole, que ça a été la première fois qu'on faisait ça à 3 du coup, j'espère que c'était assez clair aussi. On verra, hein. Écoute, pour l'instant chers amis auditeurs, on attend vos réactions, de savoir si est-ce qu'on le garde ou pas. Alors tapez 1 si vous voulez. Je le prendrai on pas vous mal. attend là sur le numéro parce que surtaxé. Là, on a fait un gros effort, c'est un animateur quand même. Alors s'il vous plaît, on a vraiment besoin de savoir si on le garde ou pas. J'appelle tous les poditeurs qui ont écouté le podcast de l'anime à se manifester justement pour défendre notre patrie. Génial. On a mis un an à se préparer. Non, pas du tout. C'était très bonne ambiance. Il y avait que lui, de toute manière. C'était vraiment cool, je suis très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les Jack. Merci et bienvenue dans l'équipe. Et prochaine émission sur justement, on en a parlé, le compositing. Le point final. Presque final. Et puis, on vous prépare aussi pour cette année, parce que ça va bientôt faire 1 an qu'on fait l'émission. Et puis, on a préparé quelques petites évolutions, mais on ne vous en parle pas tout de suite puisque ça va arriver, le teasing de malade. Voilà. Mais on vous prépare plein de surprises en tout cas. On vous remercie de vos réactions. Gros bisous et à la prochaine émission. Ciao, bye bye. À très bientôt. Ciao. Bye bye, les bipèdes.